Bonjour à tous, bienvenue sur Lift Talk, le premier podcast dédié à l'univers du street lifting et de la force, où nous abordons des sujets tels que la programmation, la nutrition, les méthodes d'entraînement pour résumer tout ce qui peut vous aider à progresser sans limite, que vous soyez débutant ou confirmé. Nous sommes Marco et Victor, coach et compétiteurs dans le milieu du street lifting. Nous suivons des athlètes également en powerlifting. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter lors du podcast et à nous les poster en commentaire. Le podcast est sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, encore Spotify, Deezer, etc. Bonne écoute à vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, pour ce Xème épisode de Lift Talk, on va vous parler d'un sujet qui nous paraît assez intéressant, un sujet qui touche à la programmation, qui va donc être la question de est-ce qu'il faut synchroniser ou désynchroniser ces formats de progression sur ces différents exercices. Donc déjà on va essayer de définir un petit peu ce que ça signifie, ce que ça sous-entend. Faut savoir, pour reprendre vraiment la base en fonction de là où vous en êtes vous, pour qu'on s'accorde sur ce dont on parle. Quand on fait donc de l'entraînement de force, l'objectif c'est évidemment d'impliquer une surcharge progressive dans nos entraînements, c'est-à-dire d'avoir les poids qui augmentent au fur et à mesure de nos séances. L'objectif évidemment donc, c'est d'avoir des perfs qui augmentent, donc si on s'entraîne toujours aux mêmes charges, il n'y a aucune chance que ça risque d'arriver. Donc l'objectif ça va être évidemment de réussir à créer un schéma, une mécanique de progression qui fait qu'on a donc cette surcharge au fur et à mesure de nos séances. Évidemment ça ne peut pas monter à l'infini parce que si on pouvait rajouter 2,5 kg par semaine pendant 20 semaines, et ben à la fin on ferait PR plus 50, ce serait magnifique, mais ça n'arrive pas, ça n'existe pas. Ou ça le peut, mais dans une certaine mesure au début, mais bon bref, admettons. Et donc ce qu'on fait la plupart du temps, c'est qu'on périodise, on crée nos schémas de progression via des blocs, qu'on appelle ça. C'est-à-dire qu'on va avoir en gros un nombre de séances qui sera donc à l'intérieur de ce bloc-là sur un exercice. Admettons, je fais X semaines, je fais 4-5 semaines sur tel exercice. Dans cette période de temps, je vais avoir peut-être 2 séances sur l'exercice, comme on a pu en parler sur nos podcasts précédents, sur la fréquence à avoir sur l'exercice de compétition. Donc admettons, moi j'aime bien l'exemple du squat, je prends le squat. J'ai 2 squats par semaine, j'ai un format principal sur 4 semaines, pour faire vraiment le truc un peu basique. Et donc pendant ces 4 semaines, je vais commencer à un certain niveau de difficulté, à une certaine intensité, et je vais augmenter au fur et à mesure du temps, jusqu'à arriver donc à la semaine 4, où je serai bien au plus haut, on va dire, de l'intensité, à l'intérieur de mon bloc, et ensuite je vais redescendre, je vais changer de bloc, et je vais à nouveau peut-être, ça dépend du schéma de progression du format, mais généralement le plus simplement, déporter en fait tout simplement la fourchette. J'ai commencé mon bloc, je sais pas, à 3 reps à 150 au squat, et je l'ai fini à, 3 reps à 170, admettons, et je vais peut-être commencer à 3 à 152,5 ou 3 à 155, et je vais finir pareil en déportant de la même manière. Ça c'est vraiment le schéma le plus simple, le plus basique, mais qui fonctionne très bien pour énormément de monde quand on a un niveau intermédiaire, parfois même avancé, ça dépend des manières dont les gens vont réussir à répondre, on va dire. Et donc la question c'est, est-ce qu'il faut synchroniser donc ces blocs sur tous ces exercices? Est-ce qu'il faut avoir la semaine 1 qui est sur mon squat, qui va être aussi ma semaine 1, qui va être sur mes dips, qui va être ma semaine 1, qui est sur mes tractions, et donc nécessairement ma dernière semaine de bloc, la semaine la plus intense, comme j'ai expliqué juste avant, la semaine où j'aurai le niveau de difficulté le plus élevé, et bien est-ce que ce sera le cas également sur tous mes exercices, ou est-ce que je vais chercher justement, c'est le thème du jour, à désynchroniser tout ça, c'est-à-dire à avoir un niveau de difficulté qui va fluctuer de manière différente. Je vais peut-être être en semaine, admettons, 4 au squat, quand je serai en 2 en traction, et quand je serai en 3 en dips. Je dis tout au hasard, mais pour que vous ayez un ordre d'idée. On va donc essayer de vous résumer un petit peu les intérêts, les avantages, inconvénients de chacune des méthodes, sachant que pour ceux qui s'y connaissent plus ou moins, la méthode courante, c'est d'avoir donc les formats de progression qui sont synchronisés, c'est-à-dire d'avoir semaine 1 en squat dips traction et semaine 4 en squat dips traction, donc d'avoir l'intensité qui va fluctuer de manière linéaire, plus ou moins linéaire, sur tous ces exercices-là. Marco, toi je sais qu'en règle générale, je pense que tu as plus l'habitude de travailler justement sur un schéma de progression, je pense, qui va être linéaire, c'est ça? D'avoir justement ce schéma de progression que j'ai expliqué avant, semaine 1 sur tous les exercices, semaine 4 sur tous les exercices, en règle générale. Ouais, c'est ça. En fait, moi, le problème, je pense, numéro 1, et tu me rejoindras là-dessus, c'est la mise en place pour qu'on s'y retrouve un peu dans le suivi. Du fait que ça soit désynchronisé, ça peut être un peu chaotique et dur à suivre.
Il y a ça, il y a aussi le fait, ce qui me vient tout de suite, c'est plutôt, ça s'adresserait plutôt du coup à des confirmés, la désynchronisation. En revanche, je trouve ça quand même hyper intéressant. Et puis moi, ce que j'utilise des fois, c'est des blocs où on va faire pas une désynchronisation, mais ça pourrait presque s'y apparenter du coup, mais plutôt focus tel ou tel mouvement et délaisser entre parenthèses d'autres mouvements à côté. Donc c'est plus facile dans la mise en place et puis ça fonctionne aussi vachement bien. Mais je pense que tu vas nous exposer encore, je pense, comment des arguments qui vont dans ce sens-là, là, de la désynchronisation. Et moi, de toute façon, voilà, je suis transparent avec vous, avec toi, mon cher Victor, et je te partagerai mon point de vue. Mais ouais, ça peut être hyper intéressant. Et puis on en parlait en off aussi, plutôt aussi sur des périodes hors compétition. Ouais, ça peut aussi se faire, quoi. Ouais, carrément. Ouais, bah c'est intéressant aussi là ce que tu as dit, parce que tu vois, c'est un autre sujet dont on pourra, je pense, parler après, qui rejoint un petit peu celui-ci, c'est de favoriser certains exercices euh, au sein donc d'un bloc, faire un focus en particulier. Ça, c'est hyper intéressant, je le souligne pour qu'on puisse peut-être en reparler après au sein de Mm. ce podcast, parce que c'est vraiment un sujet qui est intéressant. Je sais que souvent, tu vois, je vois, moi je suis pas énormément, je suis pas comme toi, parce que toi, je sais que tu suis vachement bien beaucoup de mecs qui s'entraînent en street, etc., à plus ou moins haut niveau. Donc tu as peut-être plus de recul sur ce qui se fait en règle générale. Moi, je suis très peu de monde, mais ce que j'ai vu pas mal, c'est que c'est vrai que Mathieu Zlat, donc le russe, le mec qui est vraiment le mec absolu en street, en tout cas sur traction dips, parce qu'après on le voit s'entraîner que sur ça, donc je sais pas s'il fait autre chose, mais en tout cas sur traction dips, et ben le mec fait souvent des focus soit sur l'un, soit sur l'autre. Bon après sa manière de s'entraîner, on sait pas ce que ça peut valoir, voilà, c'est un peu particulier, c'est un peu, comment dire, disons que c'est pas trop ce qui se met en place, ou en tout cas en France, moi j'ai jamais trop vu des mecs s'entraîner de cette manière-là, ils partagent pas mal ses formats d'entraînement, il a une fréquence très élevée, mais bref. Et je sais que lui, souvent, il a eu fait en tout cas des focus plus sur un exercice que sur un autre, donc ça évidemment, bon bah comme dans son cas à lui, ça se, comment dire, bah c'est réservé à une élite plus, parce qu'en réalité, quand on est débutant intermédiaire, bon bah normalement à moins d'être un petit peu niqué, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont vraiment pas doués, mais sinon pour la plupart bah c'est possible, on arrive en fait à créer de l'élan quand même sur tout, parce que on a une marge de progression qui est importante sur tout simplement. Même si c'est vrai que les tractions c'est toujours un peu le, quand on n'est pas fait pour les tractions on va dire, c'est souvent on va dire, il y a des mecs qui ont je sais pas quel pourcentage je pourrais donner, mais qui sont bien 70% moins forts en traction qu'en dips, par exemple, pour situer la force sur le haut du corps. Et donc, c'est souvent ce qu'on retrouve. Et ces mecs-là qui sont dans cette norme-là, eh ben, ils arrivent plus rapidement à un plateau, on va dire, sur les tractions, qu'un exercice, je trouve, sur lequel il est plus difficile de progresser à l'infini, on va dire. Contrairement au squat dips où il y a déjà un petit peu plus de possibilités à ce niveau-là. Même si tu as des mecs qui sont très très chauds en traction naturellement, moi je pense à Ashura, qui a, je pense, une traction et une dips qui sont très très proches, je pense, en termes de niveau. Et donc lui, bon, qui a une marge de progression qui est peut-être plus importante. Mais bon, bref. Et c'est là où Mm. on voit, en fonction donc comment dire, de venir cibler les gens, et bien en fonction de ce qu'on observe, peut-être essayer d'accentuer sur des blocs, d'avoir des focus quand on sent qu'on a justement une certaine marge sur certains exercices, ou alors adopter une stratégie différente, c'est-à-dire de justement pousser au maximum ses points forts, qui est une autre stratégie. Les deux sont à essayer, je pense, pour voir comment on répond, parce que le but c'est toujours de gratter des points. C'est le total qui compte. Donc après, où est-ce qu'on prend les points, bah Mm. peu importe, le but c'est de les prendre, quoi. Mais c'est vrai que ça reste très intéressant, on en reparlera, je pense, un petit peu après. Donc sinon, pour ce qui est des avantages, moi je dirais, par rapport à un format de progression classique, c'est-à-dire un format de progression linéaire sur tous les exercices, c'est en désynchronisant, et ben, on va justement éviter peut-être d'avoir un stress cumulé trop important. Parce que forcément, si on est semaine 1 sur tous nos exercices de compétition, et ben, on va être assez facile sur l'ensemble des exercices. Ce qui se comprend bien, puisque quand on a été en fin de bloc juste avant, et ben forcément on a une intensité assez importante, donc on a ce besoin de récupérer, on a ce besoin d'avoir une intensité globale qui diminue vraiment, mais justement l'objectif ce serait peut-être de réussir à avoir une intensité globale un peu plus stable,
évidemment qu'elle fluctuera aussi, mais un peu plus stable quand on regroupe l'ensemble des exercices. C'est-à-dire pourquoi est-ce que je serais RPE 8,5 sur tous mes exercices, quitte à créer donc un certain niveau de fatigue, quitte peut-être à m'exposer à un plus grand risque de blessure, en fonction aussi de ma manière de récupérer, aussi de admettons, je sais pas, mais tu vois, t'es censé être semaine 4 sur tous tes exercices, quand c'est synchronisé, et t'as passé une semaine de merde, t'as mal dormi, t'es fatigué, et ben du coup, si tu t'entêtes à faire quand même ce qui était prévu, donc à faire ta fin de bloc, et ben il y a de grandes chances que ça se passe pas hyper bien, ou peut-être sur les premières séances de ta semaine, parce que tu tiens encore, mais au fur et à mesure de ta semaine, tu seras peut-être un peu niqué. Donc c'est vrai que c'est ça un petit peu qui peut être dommage dans la mise en place, pour monsieur et madame tout le monde, on va dire, c'est de cumuler donc autant de stress, autant d'intensité sur la même période de temps. Que quand on désynchronise, eh ben, l'intérêt c'est justement d'avoir une intensité qui va être fluctuante de manière assez différente et peut-être plus supportable, mais ça dépend vraiment des gens, comme on en a pu en parler aussi dans notre podcast, il y a des gens qui sont capables de supporter beaucoup plus des hauts volumes, des hautes intensités, sans cracher. Donc ça c'est aussi à analyser en fonction des profils des gens. Mais je sais que ça, c'est moi personnellement le principal problème que je vois au fait d'avoir tous ces formats d'exercices qui sont synchronisés. Pareil, quand on est donc sur les premières semaines, eh ben, tout est un peu simple. Ça peut être un peu moins ludique pour certains qui aiment bien maintenir quand même un certain niveau d'intensité sur au moins une des séances, même si après, il y a toujours moyen de faire un roulement, peut-être d'avoir des assistances un peu plus intenses, du coup, d'aller chercher des moins de reps de réserve sur des petits exercices pour quand même avoir des bons gros exercices à la Tom Platz, où là tu fais ton leg extension, t'as un fou malade qui est là à chaque fois que tu te tends les jambes, qui te renvoie le boudin jusqu'au cul comme ça. Donc voilà, peut-être que comme ça le lendemain t'as les courbatures de l'espace. On sent comme je le raconte que c'est des choses qui sont vécues. On sent que j'ai fait des choses de fou, tu vois. mais, mais du coup c'est pour ça que bon, ça reste toujours des choses qui sont énormément à analyser. Et on voit qu'il faut vraiment voir ce que la personne, la façon dont la personne réagit, et sur ses capacités de récupération, et si elle a un mode de vie qui est assez stable en fonction de son travail, comme je l'ai dit, parce que si du coup elle a un roulement au niveau de ses horaires qui fait que il y a forcément une semaine où elle est cramée, et ben si jamais cette semaine ou proche de cette semaine, parce que le temps de récupérer de cette semaine-là, et ben elle doit faire une fin de bloc en gros, et ben pareil ça peut être compliqué à mettre en place. Donc d'avoir ce roulement-là peut avoir intérêt à ce niveau-là. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses par rapport à ces critères-là, toi Marco, si t'as justement rencontré des gens qui avaient peut-être un peu du mal à supporter une fin de bloc, de forcer sur tous les exercices, et peut-être qu'à la fin de leur semaine, ils étaient peut-être un peu cramés, et comment toi tu l'aurais comment t'aurais essayé de concilier ça par rapport au fait que bah toi je sais que du coup tu désynchronises pas, ou peut-être pas trop en tout cas. Ouais, alors bah de toute façon, ce que t'as exposé, ce que t'as développé, moi je te rejoins pas mal. Hein, je trouve ça, je te dis encore une fois, intéressant. C'est toujours après la mise en place qui est plus compliqué. Moi, ce que je peux faire, ce qui m'arrive de faire, par exemple, quand je vois qu'il y a un athlète qui est mort à la fin de son bloc, c'est que bah finalement je vais désynchroniser, mais sur l'instant. C'est-à-dire que je vais diminuer l'intensité sur certaines choses qui sont pas prioritaires et je vais laisser l'intensité sur le reste. Ça, c'est la première option que d'ailleurs je fais souvent. Enfin, je le fais pas à tout le monde, mais je le fais souvent. Et deuxième option, un peu différente, c'est que des fois, je peux continuer un bloc sur un exercice. Par exemple, je sais pas, le squat, la personne... Là, tu vois, je pense à quelqu'un que j'ai en coaching qui s'appelle Titouan. Là, il a PR sur son squat fin de bloc, tu vois, semaine 4. Et j'aurais presque envie de continuer le bloc, mais simplement sur le squat, et le reste de faire un déload, en fait. Donc, en gros, c'est une synchronisation, mais un peu différente, du coup, tout n'est pas désynchronisé, en fait. Donc, Je vois c'est ce que tu veux aussi dire. plus Mais simple pour la mise en c'est une forme de place. désynchronisation. Moi, ça, je trouve, c'est une forme de désynchronisation Ouais, d'une oui. certaine manière. Moi, Et je l'entends de la même manière. Donc ça, je vois très bien. C'est stylé, ouais. donc ça, c'est des trucs qui sont possibles de faire et qu'on fait souvent en coaching, quoi. Ok, ouais. Bah, c'est très intéressant. Ça, c'est une méthode aussi, mais c'est ce que je sous-entends également dans la désynchronisation, c'est qu'il y a, on va dire,
si on devait essayer de qualifier ça, peut-être une désynchronisation totale, une désynchronisation partielle, pour essayer de mettre des mots pour faire des trucs stylés. Comme ça, après, on fera un bouquin. Et mec, non mais c'est clair. Les gars, tu sais ce qu'on va faire. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire une cagnotte Tipeee pour. Ouais, Tipeee, le mec, il est en 2012. Le mec, il est en 2012, incroyable. Bon, c'est quoi maintenant dis-moi le Jones. Le Jones. Moi, je connais pas, moi, gros. Moi, je connais pas ceux qui essayent de gratter de l'argent. Si, Litchi, gros, Litchi. Non, mais en vrai, on n'a pas besoin de ça. Sans faire les prétentions, on n'a pas besoin de ça. Mais honnêtement, on va faire comme je sais pas, Gundil ou Delavier, la méthode, c'est méthode Delavier, je crois. Non, mais tu sais que ça, en vrai de vrai, parce que là, on fait un dialogue à deux là, comme si vous étiez pas là, mais vous allez apprendre des choses, des exclusivités. Mais c'est un truc auquel j'ai vraiment pensé, je te jure, parce qu'il y a aucune documentation littérature là-dessus, et ça serait vraiment un truc à faire. Alors là, peut-être que je vais donner des idées à des petits loulous de rédiger un bouquin sur le street lifting, mais c'est un projet que j'ai à cœur. Je pense que un jour on fera un truc avec Victor, sûrement d'ailleurs là-dedans, ça serait hyper cool. Ce serait avec plaisir. Bah après, moi je t'avoue là, parce que pareil, du coup on réfléchit à chaud, on en parle comme si de rien n'était. Mais moi, de l'expérience que j'ai eue, on va dire, enfin que j'ai suivi entrepreneuriale, des mecs que j'ai pu suivre, etc. Je trouve que la rédaction d'un bouquin, c'est compliqué, c'est souvent peu rentable. Tout ce qui est format papier, tout ce qui est physique, en fait, c'est quand même vachement plus compliqué que quand t'es sur un... Comment dire? Et en plus, bon là, pareil, on fait grave une aparté, mais tu vois, de demander de lire à des gens, eh ben c'est compliqué, parce que du coup, la transposition qu'on peut faire, c'est genre des e-books, c'est ce genre de format, donc on peut, de la lecture sur écran, mais pareil, je sais que c'est un truc auquel les gens ils sont de moins en moins réceptifs, parce que tout simplement, les gens, ils arrivent plus à se concentrer, les gens, ils ont la flemme de lire, ils ont la flemme de lire surtout longtemps, à la limite, si c'est une description Instagram, pourquoi pas, et encore... Mais alors, un bouquin de plusieurs pages, là, je pense que c'est compliqué. Donc, des formats vidéo, formation, etc., là, je trouve que c'est peut-être un peu plus... ça toucherait peut-être plus de gens. Ouais, mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux faire ça et après aussi un format un peu plus moderne, entre parenthèses, interactif, un peu plus sexy, on va dire, genre vidéo, machin et tout. Mais c'est une façon aussi de laisser une trace matérielle, visible, perceptible, tu vois, enfin... ça je suis d'accord, ça. Tu vois, et puis... Parce que c'est vrai que ça crée une légitimité un peu, tu t'écris un bouquin dans un sujet, surtout si ça n'a pas été fait avant, c'est sûr que ça crée une légitimité. Parce que t'es une référence, tu deviens une référence malgré tout, on va dire, si ça n'a pas été fait avant. Ouais. Donc du coup, je sais plus du tout ce qu'on disait T'inquiète, avant. Moi je me rappelle, t'inquiète. 200 de QI, mon pote, je peux te dire, les gens ça, c'est les cerveaux, tu vois, qui sont pas nourris à TikTok et mes couilles, tu vois. Ça, c'est les cerveaux qui arrivent encore à réfléchir. Qui n'ont pas swipé et qui n'ont pas déjà oublié ce qu'ils ont vu 3 swipes avant, tu vois. Ah putain, là, c'est vraiment... Là, une génération... Le mec qui part en boomer, là, c'est un boomer de 20 ans, tu sais. Ah, le mec, le fou, quoi. Là, tu disais, en fait, tous les intérêts et aussi les points négatifs. Enfin, non, tu nous as plutôt énuméré les points positifs jusqu'à maintenant de la désynchronisation. Moi, j'ai plutôt dit, du coup, les points négatifs dans le sens la mise en place. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu pourrais dire là-dessus ou t'as fait le tour déjà? Pour en revenir, toi, sur ce que tu disais juste avant, c'était juste sur l'aspect mise en place, tu vois, donc la désynchronisation partielle versus désynchronisation totale. Rien que ça, tu vois, c'est déjà intéressant à mettre en place. Moi, je désynchronise pas du tout pour l'ensemble des gens que je suis, parce que c'est plus ou moins pertinent, parce que c'est vrai que c'est chiant à mettre en place. Donc en fait, si c'est pas nécessaire, en fait, faut se dire, il n'y a pas de méthode absolue. C'est toutes les choses qu'on peut utiliser, c'est des outils. Tout est un outil. Et la question, c'est comme quand tu fais du bricolage, c'est est-ce que tu vas utiliser une clé à molette alors que là, tu as besoin, d'un cric pour surélever ta bagnole. Bon, déjà, si tu fais ça, t'es un sacré connard. Mais, mais bref, c'est la pertinence de l'utilisation des outils. C'est pas d'utiliser des outils parce que tu sais que tu les as dans la caisse à outils et que tu te dis, bon, je les ai, il faut que je les rentabilise parce que je les ai donc en tête, à l'esprit, il faut que je les utilise. Non, c'est chaque chose répond donc à une problématique.
Donc, moi, je désynchronise pas du tout pour tout le monde, parce que c'est chiant à mettre en place, et que parfois, du coup, c'est pas nécessaire, tout simplement. Et aussi parce que ça peut être, quand ça fonctionne plus synchronisé, et du coup, désynchroniser, ça peut être rajouter une marge de progression. Que si tu le fais directement, peut-être que tu crames ce truc-là, etc. Donc c'est pour ça que partir sur un truc un peu plus traditionnel, je trouve que déjà c'est plus intéressant, de base, point numéro 1. Point numéro 2, je trouve que là, ce que tu disais, c'est donc la désynchronisation partielle, pour en revenir à... Voilà, de toute façon, c'est déposé maintenant. Comme ça, s'il y a des mecs qui sortent un truc avec ce qu'on a dit, on Voilà, les a niqués, on a déjà c'est un ça. enregistrement qui est daté. Voilà. On est précurseurs, les gars. Vous êtes Voilà. pas prêts. On a les copies d'écran. Voilà. et, euh, et du coup, ça c'est hyper intéressant. Et c'est le truc que je fais souvent. Et par exemple, tu vois, ce qui me vient en tête, c'est que quand tu fais. Ça dépend des objectifs des mecs, mais tu vois, si t'as un mec qui a des objectifs sur du bench et sur des dips, et s'il a une fin de bloc qui est sur une même semaine bench et dips, et ça peut être compliqué. Donc souvent, ce que je fais, c'est que pour ce genre de profil, je vais par exemple avoir tout le bloc qui va être synchronisé. Et la dernière semaine, je vais faire une sorte de mini de load sur un des deux exercices en fonction du focus, en fonction de comment il a répondu sur l'ensemble du bloc, etc., 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 pour privilégier l'un, et ensuite faire la semaine d'après seulement la fin de bloc. Donc d'avoir du coup en gros fait une sorte de mini de load, et sachant qu'en plus vu que c'est des exercices où il y a des interactions, si tu as quand même répété ta technique suffisamment de fois dans la semaine, tu t'es pas cramé, tu perds pas ta technique non plus pour autant, et vu que tu as forcé sur l'autre exercice, tu maintiens quand même un certain niveau de nerveux sans te cramer, etc. Bref, ça peut être une stratégie. Et comme a dit Marco, aussi poursuivre sur un exercice et faire de l'autre sur tout le reste, parce que sur tout le reste, on a été chercher ce qu'il y avait à chercher, et sur l'autre, il y a encore un petit peu à aller chercher, il y a plus à prendre, et aller chercher ce qu'il y a à chercher, c'est intéressant. Et ça, pour moi, c'est donc une forme de désynchronisation, et c'est hyper stylé à faire. Donc ça, ensuite, donc niveau inconvénient, la désynchronisation, c'est ce que je viens de dire, c'est que ça peut être galère à mettre en place, concrètement c'est compliqué à mettre en place parce que ça demande plus de réflexion. Ça dépend toujours aussi comment vous présentez vos templates, etc. Comment vous agencez votre progression d'un point de vue matériel, hein, concrètement, en fonction de comment vous fonctionnez. Et ça peut être compliqué à ce que ça rende le truc visuel, à s'y retrouver, etc. Donc ça aussi, ça peut être un peu galère sur cet aspect-là. Et l'autre Et point que tu avais dit tout à l'heure, ouais, dis-moi. ouais, en fait, je vois un autre point aussi, moi, qui serait plus psychologique, qui peut être à la fois positif, mais je pencherais plutôt dans le négatif. C'est que l'athlète, en gros, s'il y a une désynchronisation qui a été fait aux petits oignons, on va dire, ça veut dire que le mec, en fait, l'athlète aussi, faut qu'il soit toujours prêt à performer sur au moins un exercice durant les 4 semaines, en fait, quasiment. Et donc, en gros, ça demande un gros engagement psychologique. Et le fait aussi d'avoir une programmation plus classique avec un format linéaire, ça permet de relâcher la pression au début de bloc, de dire bon là, vas-y tranquille, je sais que ça va être facile et tout. Alors que là, en gros, le mec, il va vraiment devoir se dire, faut que je sois prêt. Donc dans tous les aspects de ma vie, au niveau sommeil, etc. Parce que je dois être prêt tout le temps pour performer sur tel ou tel truc. C'est vrai, c'est vrai. Et ça c'est intéressant à dire, mais après bon, comme tu as dit, tu vois, on peut voir le penchant inverse, ça veut dire que voilà. le mec, voilà, c'est une machine. C'est une machine. Voilà, il doit s'astreindre à une certaine discipline qui fait que il peut pas se permettre de se dire, parce que tu vois, c'est toujours le débordement qu'il peut y avoir, mais tu sais, le mec il se dit putain, je suis début de bloc, c'est bon, je peux sortir, je peux aller faire la fête, je peux aller boire des coups à gogo, je peux manger de la merde. Et sauf que le problème c'est que si le mec il a un début de bloc qui est calamiteux, même si c'est pas dur, simplement qu'il accumule de la fatigue alors qu'il devrait pas, et quand il arrivera sur sa fin de bloc, il sera peut-être un peu cramé, etc. Donc après, bon, ça c'est ce qu'on disait avant, tu vois, on peut théoriser un petit peu tout et son contraire sur la façon dont les gens vont répondre à certaines choses, et c'est encore une fois la logique de utiliser l'outil en ayant bien analysé la situation, le contexte, pour répondre au bon truc. Tu n'utilises pas une clé Allen quand il faut pas une clé Allen. Voilà, je suis un connard, je m'y connais pas en nom de clé. Mais croyez pas, j'ai monté 40 000 machines de musculation, je sais très bien faire des trucs comme ça, ok. Simplement, je connais pas les noms de ces conneries-là.
Voilà. J'ai monté des racks, les bonhommes, à n'en plus finir, ok. Des racks qui soutiennent des 500 kilos, c'est faux, j'ai jamais mis 500 kilos sur le rack, mais bah, ils soutiennent des trucs pas mal quand même, bref. Et du coup, et du coup c'est pour ça que bon, après, voilà, ça reste à individualiser. C'est toujours un peu compliqué à déterminer, de savoir comment tel mec y répondrait. Mais comme je vous ai dit, pour moi, c'est pas un truc à faire en première intention. Mm. C'est pas un truc à mettre en place en première intention du tout. Parce que bah c'est pas le truc traditionnel et c'est vrai que ça peut créer plus de comment on appelle ça déjà le mot, il y a plus de choses on va dire qui seront plus difficiles à prédire. Il y a moins ce côté prédictible puisque bah forcément vu que tout est un petit peu par-ci par-là, même si bon après dans la partie dans l'aspect mise en place, comme tu disais, tu vois, le mec il doit être capable d'envoyer semaine 1 comme semaine 4. Pas forcément, tu vois, ça dépend vraiment. Ouais. Moi, la manière dont je le mets en place, quand je fais une désynchronisation totale, il Mm. y a quand même des périodes, on va dire, tu retrouves quand même ces périodes. On va dire, quand tu es sur une synchronisation totale, classique, on va dire semaine 1, voilà, pour faire hyper simple, RPE 5-6, semaine 2, 6-7, semaine 3, 7-8, et semaine 4, 8-9. Voilà, pour faire hyper simple. Et ben tu retrouves quand même un petit peu, grosso modo, ces grandes étapes. Mais comme j'ai dit, bah, à chaque fois je disais 7-8, machin, etc. Donc des fourchettes à chaque fois sur les semaines quand même. Donc tu as quand même cette logique-là de l'intensité croît au fur et à mesure. Simplement, c'est ce que je vais conseiller déjà si les gens veulent désynchroniser, s'ils veulent s'essayer à ça, et ben c'est de pas peut-être pas fonctionner que sur des périodes de 4 semaines parce que c'est peut-être un peu court 4 semaines pour mettre ça en place comme roulement et peut-être fonctionner plus sur du 5-6 semaines. Mais là pareil, bon après on rentre dans des détails un peu trop techniques et pour le format audio, pour le format podcast, c'est peut-être un peu difficile à visualiser. Il faudrait qu'il y ait un support visuel en gros pour Mm. vous donner des exemples concrets. D'ailleurs, Ce qui on peut, voilà, fera. Ouais, ouais, ouais. voilà. Donc Ce qui peut aussi, être un teasing pour certaines choses, voilà. voilà. Et d'ailleurs, on peut leur faire le teasing. Si vous êtes chaud, vous notez en commentaire. De toute façon, c'est un truc qu'on fera. Mais si vous, ça vous plaît, que vous trouvez que ça apportera dans tous les cas une valeur ajoutée. Ce qu'on comptait faire avec Victor, c'est des workshops, c'est ça? Enfin, Oui, oui, oui. comment? Des webinaires, Webinaires plutôt, excuse-moi. Des webinaires sur des sujets en particulier, justement avec un support visuel, typiquement, et avec une interaction aussi avec vous, que vous puissiez poser vos questions. Donc ça sera hyper intéressant à faire, et puis on vous partagera ça sur nos réseaux Insta notamment. Donc absolument. voilà. Bah, pour aller un peu plus loin, pour vraiment, et puis même que bah, vous puissiez, voilà, comme Marco a dit, poser des questions en live, interagir avec nous, nous donner peut-être, nous expliquer bah, concrètement les points que vous comprenez pas, les choses auxquelles vous faites face, les problématiques auxquelles vous faites face, etc., etc. Parce que c'est vrai que la programmation, en fait, il y a tellement de manipulations qui sont possibles à faire que ça rend le truc hyper technique, qu'il y a les grandes lignes, les trucs très basiques qui peuvent fonctionner beaucoup. Mais en fait, si jamais on se rend compte que une fois qu'on a fonctionné de manière hyper traditionnelle sur plusieurs blocs, et ben on commence à avoir des trucs qui déconnent et que on laisse faire, je sais pas, qu'on a une petite douleur à un endroit, qu'on la prend pas en compte, qu'on essaie quand même de reproduire le schéma classique, bam, je fais plus 2,5, je décale tout mon bloc pour essayer de le reproduire, sauf que j'ai la douleur qui s'accumule. Donc bah là typiquement, on rentre dans un cas de figure où la désynchronisation peut être intéressante, c'est-à-dire que si j'ai des douleurs récurrentes sur une certaine partie du corps qui sont sollicitées via certains exercices, et ben désynchroniser, ça permet aussi d'avoir un roulement au niveau de l'intensité où je vais solliciter ces zones de manière différente. Typiquement, moi je sais que si je devais avoir une intensité très haute et sur des tractions et sur des dips et sur des muscle-up et sur des squats à la fois, et ben j'aurais les coups d'épaule en feu. J'aurais les coups des épaules qui seraient massacrés. Et le truc, c'est que même si, forcément, quand je reprends semaine 1, et bah techniquement, le stress il diminue énormément. Et donc, je devrais pouvoir ensuite réussir à récupérer. On va dire semaine 1 et 2, je récupère, je réussis à plus avoir trop mal. Semaine 3, donc ça remonte en intensité, je recommence à avoir un petit peu mal, mais je serre les dents, ça passe. Semaine 4, là j'ai très mal, mais ça passe, c'est la dernière semaine avant que ça redescende. Et bah au bout d'un moment, on finit par avoir tôt de plus en plus mal. Et on va dire que la durée de temps sur laquelle on a plus mal commence à être de plus en plus réduite.
et finalement, en fait, on s'en sort plus et on récupère plus correctement. Donc ça aussi, c'est des cas de figure en fait qui peuvent nécessiter une désynchronisation pour justement solliciter de manière moins importante certaines articulations qui sont déjà mises à mal, on va dire, via l'entraînement. Donc ça, c'est encore un truc, comme j'ai dit, c'est un outil qui s'utilise en fonction du contexte, et donc ça, c'est un contexte, pour vous donner un ordre d'idée, qui peut nécessiter ça. Si vous êtes trop dogmatique à vous dire, ok, il faut que je répète mes schémas toujours de la même manière, parce que c'est comme ça qu'on fait, et pas autrement, et ben le truc, c'est qu'il y a un moment où ça va avoir ses limites, et si vous individualisez pas par rapport à comment vous répondez à ça, et ben ça va partir en couille, vous allez cracher en vol. Donc voilà, ça c'est pour donner un petit peu de contexte. On va peut-être essayer de continuer d'énoncer certains points négatifs, je sais pas s'il y a d'autres trucs. Donc comme on disait, pour la compétition, le problème de faire ça, c'est que ça fonctionne bien pour des phases hors compétition, mais forcément quand on est en compétition, il faut être capable de performer sur tous les exercices à la fois. Donc ça c'est ce que tu disais tout à l'heure, Marco, et c'est sûr que si tu continues de désynchroniser sur un bloc pré-compétitif, ça va faire des choses bizarres. Ah, ça va foutre la merde, c'est clair. Donc ça déjà, voilà, c'est à prendre en compte. Il faut se dire que si vous fonctionnez de manière désynchronisée en règle générale, sur un bloc pré-comp, voire peut-être un peu avant, mais bon bref, voilà, ça fonctionne. Ça dépend toujours de comment ça fonctionne, c'est individualisé. Là, il va falloir resynchroniser un peu, d'une certaine manière, toujours en prenant en compte, si admettons vous aviez désynchronisé pour une raison que vous aviez mal à certains endroits quand vous restiez synchronisé, toujours en gardant ça en tête, en adaptant le volume, en le faisant rouler à l'intérieur de la semaine, parce que on a parlé donc de la programmation sur plusieurs semaines en dézoomant pas mal, mais à l'intérieur d'une même semaine, il y a déjà aussi un roulement, une fluctuation de l'intensité qui permet de pas se sursolliciter, de pas mettre trop de stress et sur le nerveux et sur les structures passives, les ligaments, les tendons, etc. Et de pas accumuler du stress, de la douleur, etc. Parce qu'il faut savoir que si vous avez mal, vous êtes cuit, parce que surtout proche d'une compétition, parce que la douleur inhibe la force. Donc vous pourrez avoir toute la bonne volonté du monde, vous pourrez serrer les dents, être un putain de Saiyan. Le truc c'est que si vous avez mal, vous produirez moins de force que vous êtes capable de produire dans un état sain, dans tous les cas. Même si vous vous dites, là je m'en fous, c'est la compétition, je verrai après pour faire ma réhab, etc. Peu importe, ton corps il se dit pas ça, ton corps il a des mécanismes de protection qui font que quand tu as mal, ton corps va recevoir l'information nerveuse comme quoi tu as justement un signal de douleur, tu as les récepteurs à la douleur, entre autres, parce que c'est pas le seul schéma qui permet de ressentir la douleur, mais tu as les récepteurs à la douleur qui envoient donc ce signal, qui sont activés, et tu as une réponse réflexe qui te dit ok, faut pas envoyer le maximum d'influx dans la zone, parce que sinon ça va accentuer la douleur, ça va accentuer la dégradation des tissus, etc. Donc c'est pour ça que réussir à mettre en place ça peut être intéressant pour gérer les douleurs. Toi justement, tiens Marco, bam, retournement de situation. Comment tu fais pour gérer un mec, typiquement, tu vois, le cas de figure que j'ai donné un petit peu avant, un gars, tu vois, genre moi, qui a mal au coude comme un ouf, et pour qui le back squat peut créer des douleurs au coude, pour qui les dips peuvent donner des douleurs au coude, les tractions, les muscle up, et du coup, pour qui avoir une intensité linéaire, ça peut être un peu dur à supporter. Est-ce que justement tu adopterais ce format full désynchronisé? Est-ce que tu désynchroniserais plus ou moins? Ou est-ce que ce serait une stratégie que tu adopterais à l'intérieur des semaines à chaque fois au niveau du roulement? Comment tu ferais? Ouais, ça sera un petit peu tout en même temps. C'est toujours des réponses pas hyper... c'est pas oui ou non. Mais c'est ça. Pour le webinaire, vous avez oui ou non et des exemples précis avec du visuel. Voilà, c'est le webinaire, c'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas donner des cas de figure. Réponse de politique, tu vois, genre. Je ne pense pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises. non, plus sérieusement. En fait, au sein du bloc, déjà, varier les intensités. Moi, si par exemple, il y a quelqu'un qui a des douleurs comme toi, qui a du mal à supporter beaucoup de stress sur les coudes et les épaules, je vais aussi comment prioriser, parce que par exemple en street lifting, même si beaucoup considèrent, et j'en fais aussi un peu partie quand même, que le muscle up c'est un peu l'essence de ce sport-là, c'est pas le mouvement sur lequel vous allez prendre le plus de points. Donc en fait ça déjà et puis en plus de ça, votre progression aux tractions va être très corrélée à votre progression au muscle up
si vous avez une technique qui est efficiente. Je vais pas prioriser le muscle up par exemple. Ça c'est clair, je vais mettre très peu de volume. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en street lifting, il n'y a pas beaucoup de volume sur le muscle up dans tous les cas. Ça c'est un peu une constante, excusez-moi. Et puis oui, varier les tempos d'exécution pour te préserver. Donc j'ai dit l'intensité au sein de la semaine. Et puis aussi, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, c'est aussi peut-être prioriser par bloc tel ou tel mouvement pour faire des focus et du coup moins cumuler le stress global sur l'articulation. Donc voilà un peu moi comment je ferais. Après voilà, il n'y a pas de recette magique, chacun aussi a un peu son approche. Et puis voilà, hein, c'est un dialogue, c'est comme tu disais tout à l'heure, et ça c'est un truc qui revient à tous les podcasts, mais c'est pas figé, c'est quelque chose qui est évolutif en temps réel. C'est en fait de la prise de data, de données, et en fonction de ça, bah voilà, on fait évoluer la programmation. En fait, on s'adapte, c'est une adaptation perpétuelle, même si on garde toujours un objectif en tête. C'est pas on remet tout en question parce que y a telle ou telle chose. Peut-être que ça va nous retarder à un moment donné à l'atteinte de cet objectif-là, mais la finalité, elle sera toujours la même. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu bien à ta question, mais Si, c'était très bien. Bah, t'as donné un bon exemple, tu vois. De toute façon, après, c'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, c'est que ça, c'était un exemple. Il y en a certainement d'autres, et celui-ci, je pense qu'il était tout à fait judicieux. Même si, bon, après, on peut pas développer voilà, à l'extrême, parce qu'il faudra donner comment dire, des exemples, des séances, etc. Un programme, quoi, nombre de séances par semaine, la façon dont on répartit l'exercice, etc., etc. Mais globalement, la stratégie est bonne. De toute façon, quand on a des douleurs, le but c'est de moduler le stress, parce que si on a mal, c'est qu'on s'inflige un stress qui est trop important, qui dépasse nos capacités. Donc bah, il faut réussir à repasser en dessous. Moi, c'est ce que j'appelle la théorie de la goutte d'eau, tu vois. C'est qu'en gros, bah, chaque articulation, c'est un verre. Et une fois que tu l'as trop rempli, et que ça a débordé, là, t'exprimes la douleur. Donc c'est pour ça aussi que souvent, les gens essayent, quand ils ont mal, de trouver un coupable, genre un exercice. Ah oui, je me suis fait mal quand j'ai fait cet exercice-là, ceci, cela, etc. Alors que non, en fait, c'est simplement que bah, peut-être que tu étais quasiment à ras-bord, ça c'était la goutte d'eau, ça a débordé et ça a commencé à te faire ressentir des douleurs. Mais c'est peut-être pas cet exercice-là qui pose problème, ça veut dire que l'enlever, ça pourra peut-être solutionner le problème à l'instant T, parce que bah, vu que tu vas moins verser à l'intérieur de ton verre, et bah forcément tu vas diminuer la douleur. Mais le moment où tu vas le réintégrer, bah t'auras à nouveau mal. Et du coup, tu vas encore te dire, putain, c'est cet exercice-là, je suis pas fait pour cet exercice-là. Alors que c'est simplement un cumul de stress global qui est trop important. Peut-être un schéma de progression qui est pas justement assez progressif. Peut-être une stratégie globale qui est pas bonne. Donc globalement, bah, c'est ça. C'est de réussir à réguler le flux de ce qu'on verse dans le verre pour que bah, ça finisse pas par déborder. Et c'est aussi de réussir de passer d'un verre à un vase à un putain de tonneau, tu vois. Le but, c'est de pouvoir remplir des litres dans ton truc, tu vois. Mais après, bon, évidemment, ça, c'est toujours à nuancer. Il y a des articulations, en particulier, il y a des tissus qui ont des capacités d'adaptation qui sont plus ou moins importantes. Donc, il y a toujours moyen d'agrandir la taille du verre, mais il y a quand même des limites. Donc, après, il faut avoir des stratégies aussi, où certes, on va augmenter la tolérance, la capacité à subir une certaine charge, un certain stress, mais faut pas s'attendre à ce qu'on devienne en titane non plus. Et du coup, bah, faut quand même réussir à réguler le stress. Et l'erreur la plus fréquente, c'est de se dire, ok, là j'ai plus mal parce que bah, j'ai bien fait ma réhab, donc bah, tout va bien, tout va mieux, c'est bon, je suis guéri. recommence comme avant. Ouais. Et je recommence comme avant. Et bam, là on repart dans les travers. Et souvent, la plupart du temps, bah, c'est pire. Et on alterne comme ça, sauf que c'est de pire en pire. Et finalement, bah, on a mal tout le temps. Et ce qu'on mettait en place avant pour plus avoir mal, finit par plus fonctionner, plus suffire en tout cas. Et du coup, ça devient problématique. Donc c'est pour ça que, bah, voilà, comme on a dit encore une fois, le fait de désynchroniser les formats de progression, bah, c'est une stratégie de fluctuation de l'intensité qui permet, entre autres quand on a des douleurs, donc si quelqu'un a très très mal, soit parce que, je sais pas, il a mal géré son entraînement, soit parce que bah, le plus souvent, il a un niveau qui est assez élevé, du coup il est capable de manipuler des charges qui sont assez importantes, et donc forcément qui crée un stress lui aussi important, et ben ça peut être une stratégie donc à mettre en place. Évidemment, là c'est compliqué de vous expliquer exactement comment, parce que bah, sachant qu'il y a beaucoup de comment, justement,
Donc ça peut être un peu difficile à mettre en place. Après, la stratégie désynchroniser, des synchronisations partielles, comme on a dit tout à l'heure, bah, ça peut être intéressant. Pour une fin de bloc, c'est-à-dire de poursuivre sur un exercice, c'est-à-dire que ça pareil, ce serait une connerie à faire, de se dire, ok, comme tout à l'heure, tu vois, ce que tu disais comme exemple, ok, le squat bouge bien, et ben on va rajouter une semaine au bloc, mais du coup, on essaie d'être traditionnel, on se dit que tout veut être synchronisé, donc on Ouais. rajoute une semaine sur tout. Tu vois ce que je veux dire, tu vois, le truc un peu con, quoi. Et donc au lieu de l'eau de le reste, eh bien tu rajoutes une semaine sur tout, bam, tu finis tes cramés. Tu finis tes cramés, t'as perdu ton momentum, tu dois le recréer, et finalement cette semaine que t'as voulu rajouter, eh ben en te disant que t'allais progresser plus, finalement elle t'a beaucoup plus coûté. Donc c'est pour ça que c'est une stratégie intéressante de là à ce moment-là désynchroniser de manière très ponctuelle. Et pareil aussi, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, quand on doit forcer sur une même semaine, sur deux exercices qui ont des interactions les uns par rapport aux autres, donc comme tout à l'heure je disais développer coucher dips, et ben de peut-être faire un mini de load la semaine où on force, admettons, je sais pas, la dernière semaine du bloc sur les dips, mini de load sur le bench, et comme ça, après on de load les dips, et par contre on peut forcer sur le bench. Donc ça voilà, ça peut être des stratégies à mettre en place, de désynchronisation, donc ponctuelle, pas totale, partielle, ça peut être intéressant. Et la désynchronisation totale, là, elle va être intéressante. Donc, comme j'ai dit, pour régler des problèmes de douleur principalement, et aussi pour des personnes, on va dire, qui ont un niveau qui est très avancé et qui, tout simplement, n'arrivent plus à bénéficier d'un format de progression très linéaire. Donc ça peut être une stratégie à mettre en place. Et après aussi pour des cas particuliers, c'est-à-dire des gens qui ont un mode de vie, un travail, des horaires qui font que une périodisation linéaire synchronisée ne fonctionne pas. Donc ça peut être une stratégie à essayer, à tenter, à mettre en place. Pour donner un petit ordre d'idée, moi souvent ce que je fais comme stratégie quand je commence à suivre quelqu'un, c'est que je vais avoir une stratégie de progression un peu plus justement progressive, hyper progressive, que ce qu'on recommande habituellement. On avait fait un podcast là-dessus, où on avait parlé justement du schéma hyper progressif, du micro-loading, des incréments très faibles, etc. Pour essayer donc de progresser sur des semaines, des semaines, des semaines, sans jamais redescendre l'intensité. Donc pas non plus être dans ce schéma-là, mais peut-être au lieu de faire un premier bloc traditionnellement sur 4 semaines, peut-être le pousser sur 5 semaines, même souvent plus, peut-être 6 semaines, 7 semaines, peut-être 8 semaines même carrément, si admettons il y a beaucoup à prendre. Moi l'exemple là qui me vient tout de suite, ce serait, là j'ai un mec que je coach en un crossfitter, qui a un très bon niveau, mais qui faisait pas de deadlift depuis beaucoup de temps en fait, qui faisait ses mouvements d'haltéro, donc il faisait des deadlifts à très faible intensité, évidemment, par rapport à ce qu'il est capable de faire. Mais quand je dis deadlift, c'était pas des deadlifts, il faisait son épaulé, quoi, en fait. Donc c'était sa première partie de son tirage d'épaulé, qui était entre guillemets un deadlift. Ça se compte dans le volume, en quelque sorte, sur le pattern, parce que ça rajoute quand même du stress, mine de rien. Mais ça reste évidemment un truc qui va faire moins progresser. Et donc lui, ça faisait longtemps qu'il faisait plus de deadlift, ou qu'il faisait du deadlift à intensité très sous-maximale, dans des WOD, etc. Et là, le but, entre autres, c'était de progresser beaucoup sur le deadlift. Donc évidemment, ce que j'ai fait, c'est que je ne l'ai pas remis directement à des, je sais pas, si on planifie en RPE, je ne lui ai pas fait monter à des RPE 7, des RPE 8, parce que RPE 7, même si c'est pas une intensité absolue qui est hyper élevée, lui, vu qu'il a de la force, ça ferait quand même un stress qui serait important pour ses structures, pour son dos entre autres. Parce que tout simplement, le mec, il fait des épaulés ok à 120, 130, mais si je lui mets un deadlift RPE 7, ça va peut-être être un deadlift à 180, 190 kg. Et si le mec il a été habitué à faire que du soulevé de terre, entre guillemets, donc les premières parties de ses épaulés à 120, 130, et ben tu lui mets 180 kg, le mec il va pas comprendre ce qui va se passer. Et ça va lui faire un stress trop important pour les tissus, notamment au niveau du dos. Donc là, typiquement, j'ai opté pour une stratégie hyper progressive où j'ai désynchronisé des autres exercices qu'on a, sur lesquels il était déjà assez optimisé, et sur lesquels on pouvait avoir des schémas directement plus traditionnels. Et je lui ai fait une progression donc plus lente, en démarrant donc de plus bas. Et je sais que le mec, typiquement, avant qu'on redescende son deadlift, on en a, je pense, pour facile, depuis qu'on a commencé. Là, je sais plus combien de temps ça fait, ça doit faire 3-4 semaines, et on en a encore pour plus du double, facilement. Parce que ça monte, le mec il est jamais dur, parce que c'est normal, on n'exprime pas du tout son potentiel de force. Donc ça typiquement, voilà, c'est
une stratégie en fonction de comment la personne fonctionne. Le mec qui faisait plus de deadlift, c'est un exercice qui peut mettre du stress sur le dos, qui peut amener facilement à blesser. Si je le faisais faire directement du deadlift RPE 7, ce qui n'est pas une intensité comme j'ai dit haute, et ben il se pèterait quand même. Donc souvent ce que je fais, c'est ça, c'est si je vois quelqu'un que je commence à suivre, donc souvent les défauts les plus courants on va dire, c'est d'avoir pour ceux qui font du street, c'est d'avoir des tractions dips muscle up qui sont pas trop mal en fonction du niveau d'un point de vue technique, mais par contre souvent le squat est un peu éclaté et un peu perfectible on va dire, la technique est moins bonne. Donc c'est exactement le même principe. Même si le mec enfin, non, pardon, je m'exprime mal. Si je fais monter le mec RPE 7, donc encore une fois, qui est par exemple une intensité pas hyper haute, et ben ça va lui faire manipuler une charge qui sera quand même trop challengeante pour mettre en place correctement les cues techniques que je veux qu'il mette en place. Donc si je faisais une planification traditionnelle, comme j'ai dit tout à l'heure, RPE 5-6 semaine 1, 6-7 semaine 2, 7-8 semaine 3 et 8-9 semaine 4, et ben semaine 2 et 3, donc dans laquelle est inclus le 7, et ben ce serait trop tôt, en gros, pour lui, pour être RPE 7, et techniquement, il serait pas bon. Peut-être que ça mettrait aussi trop de stress, parce qu'il n'est pas encore assez renforcé sur le dos, sur les genoux, mais ça serait quand même une charge qu'il arriverait à bouger vite, mais qui lui créerait un stress trop important malgré tout. Donc c'est dans ces cadres de figure-là, où la désynchronisation est intéressante. Donc souvent, comme j'ai donné l'exemple, là, pour le street lifting, pour le cas du squat, voilà, les mecs ont un squat qui est souvent moins bon, techniquement, donc d'avoir pareil un schéma de progression qui est un petit peu plus hyper progressif pour mettre en place correctement les cues techniques, ça va être peut-être plus pertinent plutôt que de fonctionner directement avec un roulement où ok bah il est semaine 4, bon bah il est semaine 4 comme les autres exercices, bah on redescend comme les autres exercices, alors que le gars est pas dur parce que justement on a eu un schéma lent, ou alors l'inverse, de faire un schéma classique, de faire des incréments élevés et de lui faire monter en suivant cette répartition des RPE que j'ai donné avant, sauf que le mec il a une technique qui est explosée au sol à la dernière semaine, ok il fait ce que tu lui as dit de faire, mais sa technique est nulle. Donc au fur et à mesure, le mec il va faire qu'accumuler du stress et t'es sûr que ça va finir en miettes d'ici quelques blocs quoi. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi, mec. Bah voilà, mais c'est pour dire encore une fois que c'est vraiment des stratégies à mettre en place. Là, comme je l'ai dit, c'est un outil. Je vais pas arrêter de vous le répéter, mais c'est une notion qui est importante à avoir. C'est que comme tout ce qu'on fait dans le sport, dans la planification, les choses c'est des outils et il faut les utiliser ou il faut pas les utiliser en fonction de la pertinence. Typiquement, je sais qu'on avait parlé du tempo, on a parlé du posé pour les dips par exemple. Ça, c'est des outils. C'est des outils qui viennent solutionner une problématique. Est-ce qu'il faut mettre du tempo pour faire joli parce que tout le monde met du tempo? Non. Même si c'est vrai que comme on en a parlé, en vrai c'est très fréquemment pertinent de mettre du tempo par exemple. Donc vous tromperez moins en mettant de manière un peu systématique et automatique. Mais c'est quand même cette idée là, ou du posé pour des tractions. Tu vois, si tu mets du posé pour des tractions, un mec qui arrive à faire une traction à grind pendant 8 secondes, bah, c'est peut-être moins intéressant parce que le gars il s'est déjà tiré à la fin du mouvement. C'est le début du mouvement où il est souvent du coup généralement un peu moins fort. Donc là, bah, le poser, ça va être moins pertinent, ça va pas avoir plus d'intérêt que ça va peut-être rajouter du stress justement sur les coudes et épaules, donc ce sera pas hyper intéressant. Donc chaque chose, c'est des outils, et il faut les utiliser en fonction de la pertinence que ça va avoir dans le cas de figure dans lequel vous vous situez. Voilà, concrètement, c'est ça qu'il faut se dire. Toi justement, tiens, juste par interrogation Marco, tu fais comment justement dans le cas de figure là, que j'ai donné avant, quand t'as un mec, début de suivi, donc je pense le cas de figure qui est assez fréquent, hein, celui que j'ai décrit, qui a traction dips muscle up qui sont techniquement plutôt bons, plutôt corrects, mais par contre qui a un squat qui est vraiment pourri. Justement, comment est-ce que tu fonctionnes? Est-ce que tu désynchronises le squat? Est-ce que tu as une stratégie différente? Je sais pas. Non, je désynchronise pas forcément, mais par contre, consciemment en tout cas, je désynchronise pas. Mais ce que je fais, c'est que le bloc souvent il dure plus longtemps que 4 semaines. Parce qu'en fait il y a des trucs je vais ralentir justement un peu, je vais faire du micro-loading sur d'autres mouvements et puis on va focus par exemple le squat où je sais que le mec il part quasiment de zéro, il a une grosse marge de progression d'abord technique qui va débloquer très vite sa progression et donc typiquement il y a une autre personne là, Loïc, que je suis, c'est ça. C'est exactement cet exemple-là.
Au squat, en gros, il a commencé à faire du squat très récemment. Et du coup, bah, il a un potentiel là-dessus qui est fou comparé au reste où il est quand même assez en avance. Donc là, on va faire un bloc qui va durer, je sais pas, 6-7 semaines. Facile. Donc ouais. Donc peut-être même ralentir en fait les incréments plutôt au niveau des RPE du coup. Même si moi je fonctionne plutôt avec des charges fixes, c'est pas je te propose un RPE, c'est une charge fixe Ouais. Ça, qui est on sait comment ça finit, ça. Quand tu planifies trop au RPE, on sait comment ça finit généralement. Bah oui, bah bien sûr. Et les RPE, je les fixe. Il y a deux cas de figure. C'est sur des exos d'assistance en début de bloc pour savoir où tu te situes. Et je te dis après bah, de me communiquer la charge. Et ensuite, j'entame une progression avec des charges données. Et ou sinon des mecs qui sont très confirmés. Et par exemple, le mec qui a un test à faire. Tu vois, il va un peu se tester, je lui laisse le choix, fais un truc RPE 8-9 et je sais que je peux lui faire confiance. Ok, ouais. Mais c'est hyper rare que je te mette un RPE Dans la prog, ouais. sur un exo de compétition, c'est rare quoi. Ouais, Et oui. Ouais, ouais. tu m'étonnes. Ouais. Donc ouais, c'est un peu ça là par rapport au squat là. Enfin, par rapport à un débutant, ça serait ça en fait. Et c'est vraiment un truc qui est récurrent en street lifting, c'est que ouais, le squat en fait, il a une marge de progression qui est énorme comparé au reste quoi. C'est tout le temps ça, tout le temps quasiment, c'est ça. Bah, c'est des mecs souvent qui viennent du street workout, qui ont jamais Ouais, ou très peu entraîné les jambes. Peut-être ils ont fait quelques pistoles par-ci par-là et encore. Et du coup, forcément, si les mecs en plus, il faut que si les mecs il est un peu doué, qu'il a des bons leviers et tout, bah, il y a moyen qu'il progresse très très vite sur le squat. Surtout s'il a un bon potentiel de force en règle générale. Après, ça monte rapidement une fois que tu lui fais comprendre la technique. Ça débloque à chaque fois des paliers. Et le mec, il est tout le temps RPE 6-7, mais il y a plus 10 sur les barres au fur et à mesure, quoi. mm. Mais il a tout le temps le même niveau d'intensité perçue. Mais c'était intéressant à ce que tu disais pour la planification RPE. C'est vrai que moi c'est pareil, c'est un truc, putain, sur les gros exercices, les mecs qui font ça, à moins que les gars se connaissent hyper bien, et encore je trouve que, en fait, si tu fais ça tout le temps, Ouais. je trouve que tu finis par être perdu, tu vois, tu finis par plus savoir ce que tu fais, tu finis par te mentir beaucoup à toi-même, et c'est plus du tout pertinent, sachant que, euh, moi je sais que souvent, quand je suis en début de bloc, tu vois, j'ai des RPE en fait qui sont même pas notables, tu vois, je fais des intensités qui sont sub 5 qui fait que tu vois par moment en fait si tu recherches certaines intensités, enfin ça a plus de sens, tu vois, donc à vouloir tout le temps essayer de trop quantifier en RPE, ça a pas trop d'intérêt. Les cas de figure, ouais, pareil, où bah je pense au même exemple là tout à l'heure que je disais pour quand tu veux forcer, que tu veux progresser pas mal sur dips et développer couché par exemple, que c'est deux exercices sur lesquels tu as des objectifs, et ben tu vois parfois il se peut que sur un bench secondaire je mette un RPE alors que c'est un mouvement principal, sur un bench secondaire donc qui est fait après des dips par exemple, je mets un RPE parce que je sais que je risque, si je mets une charge absolue, de peut-être mal viser parce que j'aurais pas suffisamment bien jaugé à quel point les dips lui auront mis dans la gueule avant, et que du coup mieux vaut lui mettre un RPE en mettant un RPE du coup peut-être pas hyper élevé pour être sûr que lui se jauge bien, en mettant quand même peut-être une fourchette de charge pour pas que le type fasse n'importe quoi non plus. Parce que sinon, voilà, tu mets des RPE 6, tu vois le mec, il est 8,5, putain, tu te dis, mais qu'est-ce que t'es un connard, toi. Ça, on connaît, ça, parce que no pain, no gain, mes couilles, etc., tu vois, le traditionnel. Et, euh, et du coup, ouais, c'est ça. Donc la planification. Et puis ça me fait rire parce que du coup, je fais exactement la même chose que ce que tu as dit sur, pour les assistances, tu sais, les machines, etc., où tu connais pas du tout la machine que le mec il a, les plaques qu'il y a, etc., les incréments, et, ou même le niveau de difficulté en fonction du nombre de démultiplication de la poulie ou quoi, le système, si c'est une cam, etc., comment elle est branlée. Et du coup, tu lui mets un RPE, tu mets un nombre de reps, un format, et tu lui dis de te mettre, te dire la difficulté, enfin la charge qu'il utilisait. Et ça, ouais, c'est les schémas classiques que j'emploie aussi. Donc ça me fait rire, tu vois, sans en avoir discuté, on voit qu'on a un peu la même méthode. C'est là où on peut dire les grands esprits se rencontrent, tu vois. Mais du coup, pour en revenir donc au sujet de base, simplement histoire de pseudo-conclure, histoire de faire le petit dernier chapitre, on va dire, de ce que ça inclut.
quand on parle donc d'une planification, on l'a dit vite fait plusieurs fois dans le podcast, mais quand on parle donc d'une planification désynchronisée et qu'on est proche d'une compétition, comme on l'a dit, il faut essayer de resynchroniser. Donc ça, pareil, ça peut être difficile à mettre en place, surtout si on s'est déshabitué. Après, moi, ce que j'ai noté, parce que pour spoiler, de toute façon, ça c'est, je pense, plus ou moins ressenti, mais globalement, Marco est plus synchronisé, et pareil pour lui. Et moi, par contre, je désynchronise beaucoup pour moi, et bon, pas tant que ça non plus pour ceux que je suis, parce que comme j'ai dit, voilà, ça peut être compliqué, etc. C'est toujours en fonction du profil. Mais en tout cas, pour moi, j'ai beaucoup utilisé cette méthode pour justement réussir à manager correctement mes douleurs, ce qui m'a énormément aidé. Bien sûr, il n'y a pas eu du tout que ça que j'ai mis en place pour le faire, mais ça a été un des trucs qui m'a beaucoup aidé, de manager l'intensité de cette manière-là, donc en désynchronisant le tout. Point numéro 1. Et ce dont donc, je me suis rendu compte, en désynchronisant pas mal, c'est que j'avais cette impression, ce sentiment, donc je le partage comme ça parce que c'est un retour d'expérience qui peut être intéressant pour ceux qui veulent s'y essayer, que j'avais donc le sentiment que j'étais capable en fait de performer presque à tout instant, en quelque sorte. Je sentais, mais sur l'ensemble des exercices. Donc j'avais en fait créé ce truc-là parce que souvent ce qu'on cherche à faire avec une programmation classique, comme on en a parlé aussi dans le podcast sur la préparation à une compétition. Donc le but quand on se prépare à une compétition, là c'est évidemment, donc généralement, traditionnellement, d'avoir tout qui est synchronisé, d'alterner phase de picking, ensuite le taper pour récupérer, et la compétition si on a bien récupéré, donc on est censé surperformer, où on a surcompensé pardon, et où on est censé performer. Et généralement, donc on crée en fait cet état de forme, et j'ai l'impression, mais encore une fois là c'est vraiment un retour d'expérience, ça vaut ce que ça vaut, mais que même sans cette stratégie-là, mais que je mets aussi en place aussi, donc avec le taper, etc., j'arrive quand même à être capable en fait de performer un petit peu à tout instant. Donc ça dépend évidemment de comment c'est fait. Si c'est, de toute façon c'est comme tout, si c'est mal fait, ce sera de la merde. Mais si c'est pas trop mal fait, je trouve que j'ai vraiment ce ressenti-là, donc que je saurais pas décrire plus que ce que je vous dis là tout de suite maintenant, mais juste pour que vous ayez ce retour-là, et que vous disiez que oui, si c'est bien fait, bah, je trouve qu'en fait ça crée cette capacité aussi à se dire je suis prêt à tout instant à être capable en permanence de faire ce que je dois faire. Que ça peut mettre un petit peu aussi parfois un stress d'ailleurs, de tout préparer plein de choses, de vraiment refaire, on va dire, sa manière de planifier. Admettons, on fait plusieurs blocs loin des compétitions, donc on a notre schéma et on arrive à bien reproduire, créer le momentum, etc. Et après, tac, on modifie un petit peu les habitudes, on modifie le schéma des blocs pour justement la compétition. Et donc après, quand on arrive proche de la compétition, ça peut peut-être créer un petit peu ce stress-là, parce qu'on s'est dit, on a essayé de tout créer, cet élan-là, de créer cette situation où on va être vraiment en super forme. Donc ça peut peut-être mettre un peu d'appréhension, que quand on est en quelque sorte, même si c'est vraiment entre guillemets, hein, mais toujours capable d'aller au max, sans le faire forcément, et ça crée un peu un sentiment de toute confiance, on va dire. Mais encore une fois, voilà, c'est vraiment un retour d'expérience. C'est juste pour que vous ayez ce son de cloche-là. Ne le prenez pas non plus pour acquis nécessairement. Et ça dépend évidemment, comme j'ai dit, de comment c'est mis en place. Pareil, de la personne pour qui c'est mis en place, etc. Juste pour que vous ayez cette information-là, ce retour que je voulais faire. Ouais, bah pépite encore ce petit podcast là. Ce petit épisode, hein. Comme d'habitude, hein, vous êtes habitués maintenant, de toute façon, c'est systématique. Ok, bon bah je pense que ouais on a bien fait le tour là-dessus, on a dégrossi tout ce qu'on avait, on a abordé tout ce qu'on avait à dire. On vous dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode, et d'ici là bah portez-vous bien. Salut. Ciao, ciao. Ciao.